Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents aussi nombreux pour cette table ronde organisée par le pôle de compétitivité d'Herbie, dont le siège est à Perpignan et qui rayonne sur l'ensemble de la région Occitanie. Le pôle de compétitivité d'Herbie a voulu mettre l'accent cette année sur l'autoconsommation collective et les communautés d'énergie qui, vous le savez, sont très ancré dans le territoire. En fait, il y a vraiment une véritable dynamique de territoire autour de ces concepts d'autoconsommation et de communauté d'énergie. Avec la crise énergétique, l'autoconsommation photovoltaïque collective connaît une belle croissance, en effet, pour permettre en partie de limiter la hausse du coût de l'énergie et vraiment faire baisser les factures. Elle peut être davantage encouragée pour accélérer la transition énergétique comme outil de lutte, notamment contre la précarité énergétique. Alors cette table ronde va permettre de faire le point sur ces deux façons d'appréhender l'énergie et surtout, vous allez le voir, de se l'approprier. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de chaleur autour de l'énergie finalement. Et c'est ça aussi qui est important. Alors à cette table ronde sont présents Frédéric Leclerc, avocat associé du cabinet Innova. Vous faites un petit mouvement de main à chaque fois que je vous dis votre nom, voilà, qui va tout nous dire des arguties juridiques, et Dieu sait s'il y en a sur ces systèmes de production et de consommation d'énergie. Clémence Suite-Poncelin, vous êtes une animatrice de réseau énergie. On va voir comment vous dynamisez tout ça, j'allais dire presque dynamiter tout ça, voilà, sans parler de termes guerriers, mais c'est vrai que vous remuez le cocotier. Ensuite, nous avons, c'est Éclair Occitanie, hein, voilà, il faut le dire. Benoît Frodureau, chef du service Smart Grid, stockage et efficacité énergétique du bâtiment CEA. Alors, vous allez mettre un peu de technique dans tout ça. Vous allez nous dire comment on peut optimiser tout ça, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, très bien. Je ne serai pas trop technique, ne vous inquiétez pas. Ok. David Augex, vous êtes président, vous êtes développeur, président de la société Incidence et vous travaillez sur notamment ces notions d'autoconsommation collective. Je sais que vous avez des projets en cours et vous allez nous faire quelques feedbacks aussi sur les projets en cours. Et Jordan Mazardo, directeur adjoint Parc naturel régional Corbière-Fenouillède. Là aussi, on est au cœur des territoires, on est au pied des châteaux cathares et on va voir comment on peut faire du solaire au pied des châteaux cathares grâce à l'autoconsommation collective. Et enfin, Rémi Bastien, président et cofondateur d'EnoGrid. Votre spécialité, vous, c'est les boucles locales et c'est notamment sur les zones d'activité, c'est ça l'autoconsommation collective? Oui, entre autres. Entre autres. Tout type de porteur de projet, mais là, aujourd'hui, on va insister sur les zones d'activité. Absolument, on va insister sur les zones d'activité. Donc, merci à vous d'être présent pour cette table ronde, qu'on va débuter tout de suite avec vous, Frédéric Leclerc. Donc, vous êtes avocat associé du cabinet Innova. Alors, vous allez nous faire un éclairage sur les réglementations de l'autoconsommation collective. C'est pas simple. Je vous laisse la parole. Allez-y, Frédéric Leclerc. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc, on a un espace de temps assez court, vous présenter brièvement le régime juridique de l'autoconsommation collective. Allez-y, vous pouvez faire un... Voilà. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le régime juridique de l'autoconsommation collective, je pense qu'il est tout d'abord très important de comprendre ce qu'est une opération d'autoconsommation collective, puisque finalement le régime juridique il se calque sur l'opération et en particulier sur les acteurs de l'opération d'autoconsommation collective et les rapports qui se nouent entre eux. L'autoconsommation collective est un des deux versants de l'autoconsommation, puisque l'autoconsommation, on le comprend aisément, consiste en une opération de production d'énergie renouvelable, et cette énergie renouvelable va être consommée par celui qui la produit, ou alors elle va être répartie entre différents consommateurs par celui qui a produit l'énergie renouvelable. L'autoconsommation, elle peut être individuelle ou elle peut être collective. L'autoconsommation individuelle, je ne vais pas en parler longtemps puisque ce n'est pas le thème de ce matin. C'est le producteur, le propriétaire de la maison qui fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison et qui va consommer l'énergie ainsi produite en tout ou en partie.
Quant à l'autoconsommation collective, alors c'est une forme d'autoconsommation qui implique une pluralité d'acteurs. Alors à ce stade, il faut peut-être écarter une idée reçue, c'est qu'il y aurait nécessairement autoconsommation collective dès qu'il y a pluralité d'acteurs. En réalité, c'est un petit peu différent. Il peut très bien y avoir autoconsommation individuelle avec une pluralité d'acteurs. Prenons un exemple qui ne se retrouve que très rarement en pratique. Imaginons que dans un immeuble, vous ayez 5 propriétaires qui installent des panneaux photovoltaïques sur le toit et tous consomment l'énergie qui est produite par la centrale photovoltaïque. Si l'énergie qui est produite est ensuite répartie par un circuit en quelque sorte interne à l'immeuble entre les différents propriétaires, ce serait de l'autoconsommation individuelle. Pour qu'il y ait autoconsommation collective, il faut qu'il y ait une pluralité d'acteurs, dont on va parler dans quelques instants, mais surtout il faut comprendre qu'avec l'autoconsommation collective, l'énergie est mise sur le réseau public de distribution. Elle transite par ce réseau public de distribution. Autrement dit, ce n'est pas une répartition purement interne à l'aide de circuits qui seraient installés au sein d'un bâtiment. Alors à partir de là, pour qu'il y ait autoconsommation collective, la règle qui est posée par le Code de l'énergie est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 acteurs, un producteur et un consommateur. Donc cela suffit. À minima, l'opération d'autoconsommation collective nécessite 2 acteurs, même si dans la réalité, il y en aura la plupart du temps plus. Ils seront plus nombreux. Donc, on trouve le producteur, on trouve un ou plusieurs consommateurs, et puis il y a un autre acteur dont on va parler, qui va être en quelque sorte celui qui va orchestrer cette opération d'autoconsommation collective. On l'appelle la personne morale organisatrice. On va dire un mot dans un instant. Et puis, bien sûr, il y a le gestionnaire de réseaux publics. Dans l'exemple, ici, on cite le principal d'entre eux, c'est-à-dire Enedis, celui qui gère le réseau public par lequel l'électricité, tout simplement, va transiter. Alors j'ajouterai qu'il y a un acteur qui ne figure pas sur ce schéma, mais que l'on peut retrouver en pratique, que l'on appellera le tiers investisseur. En effet, bien souvent, celui qui va être considéré comme producteur ne sera pas celui qui a mis en place la centrale photovoltaïque, qui a tout installé. Cela peut être fait par un personnage tiers qu'on appelle le tiers investisseur. C'est lui qui va, par exemple, louer le toit d'un entrepôt, qui va y installer la centrale photovoltaïque, qui la fera fonctionner, qui s'occupera de sa maintenance, de son installation. Et en fait, ce tiers investisseur, que fera-t-il ? Il louera l'installation au propriétaire de l'immeuble qui aura la qualité de producteur. C'est lui qui aura la qualité de producteur, mais l'installation photovoltaïque ne lui appartiendra pas. Alors, à partir de ce moment-là, quels sont les rapports qui vont se nouer entre ces différents acteurs ? On l'a dit, le producteur, lui, il se charge de faire en sorte que soit produite de l'énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, elle va être ensuite partagée entre les différents consommateurs et elle va être partagée dans des proportions qui vont être fixées par ce que l'on appelle une clé de répartition. Et cette clé de répartition, elle va être fixée par l'organe central de l'opération d'autoconsommation collective, qui est la fameuse PMO, la personne morale organisatrice. C'est elle, en effet, elle réunit en son sein producteurs et consommateurs. C'est elle qui fixe la clé de répartition. Et puis, c'est elle également qui assure la gestion des relations entre producteurs et consommateurs. Et puis enfin, elle a un rôle qui n'est pas négligeable, puisque la PMO va servir d'interface
entre l'opération d'autoconsommation collective et le gestionnaire de réseau public. Puisque ce gestionnaire, redisons-le, il a un rôle qui est extrêmement important ici, puisque la PMO va lui transmettre la clé de répartition de l'électricité entre tous les consommateurs. Et ici, il faut comprendre que dans la plupart des cas, les opérations d'autoconsommation collective ne permettent pas aux consommateurs de satisfaire entièrement leurs besoins en électricité, en énergie renouvelable. Cela veut dire qu'ils vont devoir compléter l'apport en électricité qui provient de l'opération d'autoconsommation collective. Ils vont devoir compléter cela par un apport d'énergie par la grâce d'un contrat qui aura été souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité. Il va y avoir donc différents flux d'électricité, certains estampillés opération d'autoconsommation collective, d'autres au titre d'un contrat habituel de fourniture d'électricité. Eh bien, techniquement, celui qui va assurer la gestion de tout cela, c'est le gestionnaire de réseau public, puisque, on l'a dit, l'énergie qui est produite par les centrales en autoconsommation, elle part sur le réseau public de distribution. Et ensuite, les consommateurs, eux, ils vont recevoir de l'électricité, qui sera de l'électricité censée provenir de l'installation d'autoconsommation collective, donc à des tarifs qui seront des tarifs plus avantageux, et puis le reste de leurs besoins seront couverts par l'électricité qui viendra par le même canal, mais qui sera censée être fournie par un fournisseur habituel d'électricité. Donc voilà l'opération, voilà quels sont les acteurs. Alors maintenant, tout ça a l'air un peu complexe. Il faut combien de temps pour monter une opération comme ça, sur le plan juridique, hein? Ah, sur le plan juridique, oui. Pour monter cette opération, on va voir que sur le plan juridique, il faut tout d'abord il faut que le projet se dessine, il faut que toutes les caractéristiques du projet soient clairement déterminées. Et tout à l'heure, dans le cadre du projet Fenouillède, on verra que tout cela ne se fait pas forcément extrêmement rapidement. Ensuite, il faut constituer la personne morale organisatrice. Bon, ça peut se faire assez facilement, puisque on va le dire peut-être dans un instant, mais la forme juridique de la personne morale organisatrice, la forme juridique a priori qui devrait être retenue dans la plupart des cas, sera la forme d'une association. Donc une association peut se constituer assez rapidement. Et puis ensuite, il faut que soient passés les différents contrats afférents à l'opération d'autoconsommation collective. Alors je précise qu'il y a aussi des procédures de déclaration de l'opération, notamment auprès du gestionnaire de réseau de distribution et auprès de différentes autorités. D'accord. Je vous laisse continuer. Alors s'agissant de la réglementation, je ne vais évidemment pas vous infliger le pinceau d'une revue de tous les textes en vigueur. Si je les ai fait figurer, c'est pour que vous compreniez deux choses. Tout d'abord, l'opération d'autoconsommation collective, elle trouve son origine dans une loi qui a été adoptée en 2000, qui était extrêmement brève sur la question, puisqu'elle partait juste du principe qu'un producteur d'électricité pouvait consommer l'électricité qu'il produisait. Et puis ensuite, il y a eu toute une succession de textes qui d'ailleurs ne faiblit pas aujourd'hui, puisqu'ici il faut comprendre que le droit français est sous l'influence directe du droit communautaire. Or, en droit communautaire, les directives tendent à se multiplier. Et nous avons en France des lois de transposition, des décrets qui sont pris en application des lois, des arrêtés qui sont pris en application des décrets. Le rythme ne faiblit pas. Et est-ce que le cadre aujourd'hui, il est satisfaisant ? Le cadre est-il satisfaisant aujourd'hui? Ça y est, est-ce qu'on peut se lancer vraiment avec beaucoup d'agilité, de fluidité sur une opération comme ça? Je pense que le cadre a beaucoup progressé. Par exemple, au mois de septembre 2023, il y a un nouvel arrêté qui a élargi le périmètre géographique dans lequel peut se dérouler une opération d'autoconsommation collective. Maintenant, et sans entrer dans le détail, je pense que le cadre juridique, il reste encore en bonne partie à faire. Il est perfectible donc. Et notamment en termes de tarifs, en termes de taxes, de fiscalité. Là aussi, il y a beaucoup de progrès à apporter, parce que la grande crainte des opérations d'autoconsommation collective, et c'est peut-être ce qui explique
explique le faible succès de ces opérations, c'est que ce sont des opérations qui peuvent... Je ne suis pas d'accord, Rémi Bastien n'est pas d'accord. Le faible succès, il y a des succès quand même. Oui, il y a un succès. Mais... Alors ça reste intimiste un peu, c'est ça. L'autoconsommation collective, comparée à l'autoconsommation individuelle, est loin d'avoir atteint le rythme que l'on espérait depuis un certain temps quand même. Là, vous êtes d'accord? Oui. Après, par nature, une opération d'autoconsommation collective, comme c'est collectif, ça met toujours un peu plus de temps à se mettre en place par rapport à une autoconsommation individuelle où c'est le porteur de projet avec lui-même, où là ça peut aller beaucoup plus rapidement. Et aussi l'autoconsommation individuelle a commencé en 2015, l'autoconsommation collective a réellement commencé début 2019. Voilà. Et il y a aussi tout le cadre organisationnel avec notamment Enedis au niveau du gestionnaire de réseau du comptage. Beaucoup plus de choses à mettre en place pour que les opérations d'autoconsommation collective puissent démarrer par rapport aux autoconsommations individuelles. Mais on voit que maintenant, les perspectives de croissance sont aussi intéressantes sur les deux parties de l'autoconsommation. Je vous laisse conclure. Bon, il est à parier que le mouvement va s'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais dans quel cadre peut-on trouver une opération d'autoconsommation collective ? Une opération d'autoconsommation collective, on peut la trouver tout d'abord dans un cadre résidentiel. Par exemple, les opérations d'autoconsommation collective se mettent en place dans le contexte d'immeubles HLM. Les opérations d'autoconsommation collective peuvent se mettre en place dans le cadre d'immeubles qui sont en copropriété. Et sur ce point, là encore, le régime juridique commence un petit peu à s'affiner parce qu'on essaye de voir comment concilier autoconsommation collective et règles qui gouvernent la copropriété. Mais l'opération d'autoconsommation collective, elle peut aussi se concevoir dans le cadre d'entreprises. Et à Perpignan, par exemple, il y a un projet Agorasun qui est piloté par la société Texol et qui concerne toute une série d'entreprises. Je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine d'entreprises qui vont être reliées par une opération d'autoconsommation collective. Et puis, bien sûr, il y a le secteur public, le secteur communal. Enfin, il vous sera parlé tout à l'heure des projets intercommunaux dans le cadre du parc des Fenouillèdes. Donc, tous ces cadres devraient donner un certain essor à l'opération d'autoconsommation collective, mais il faut quand même que vous compreniez une chose, et je rejoins ce qui vient d'être dit, et pour conclure, c'est que jusqu'à présent, on était quand même un peu à la remorque des interventions réglementaires et législatives. Les textes sont toujours en train de sortir, et surtout, et là j'offre une transition vers ce qui va être dit, les opérations d'autoconsommation collective peuvent s'inscrire dans le cadre de communautés d'énergie renouvelable, communauté d'énergie citoyenne. Et là encore, le cadre juridique de ces communautés est en train de se définir à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Frédéric Leclerc. Donc on enchaîne directement avec vous, Clémence Souide-Poncelin. Vous êtes animatrice de réseau énergie citoyenne, justement. Monsieur l'avocat en parlait, d'Éclair Occitanie. Alors concrètement, on va rentrer dans le concret. Comment se monte une opération d'autoconsommation collective? Oui, merci. La ZAPET. J'ai fait des jeux de slides, ce serait dommage. Alors, vous n'avez pas besoin de vous tourner. Vous avez le retour écran. Monsieur Leclerc avait encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses à nous dire, oui. Merci. Oui, du coup, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je vous en prie. Au pôle Derby. Du coup, moi, je suis animatrice de l'association Éclair Occitanie. Éclair pour énergie citoyenne locale et renouvelable. Donc nous, on accompagne des coopératives citoyennes depuis maintenant 8 ans. Et le mouvement énergie partagée existe depuis plus de 10 ans. Donc moi, je vais essayer de vous parler du concret, de concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe quand on monte une opération d'autoconsommation collective. Alors, il y a d'abord la volonté, l'envie sur le territoire de faire, nous, ce qu'on résume comme étant une AMAP avec des watts. Cette envie de se mettre en communauté, de faire groupe et puis de relocaliser l'énergie et de comprendre d'où vient l'énergie qui vient alimenter notre cafetière le matin. Vous voulez cultiver des électrons en fait? Tout à fait, on cultive ensemble les électrons. Donc en tout cas, ça c'est l'envie de départ.
Et puis après, on arrive à un schéma un peu plus complexe. Donc, je peux vous le mettre en plus gros, mais en gros, voilà, on n'est pas à s'échanger des paniers de tomates, évidemment. On a des règles. Les flux d'énergie, d'électricité sont un peu plus complexes que de faire pousser des tomates chez soi et de les échanger avec son voisin. Et du coup, de passer de cette envie, de ce fantasme un petit peu bucolique d'AMAP à une opération juridiquement solide, économiquement solide, et bah, ça demande beaucoup de temps, comme on l'a dit, et puis beaucoup d'appropriation citoyenne. Nous, c'est le mot-clé, c'est ce qu'on veut dans les opérations d'autoconsommation collective, c'est que ce soit synonyme d'appropriation des enjeux et d'appropriation des moyens de production, de la gestion, de la consommation. Donc bon, ce schéma, il est sur notre site, mais il reprend ce qui a déjà été dit, donc avec un périmètre et avec donc la personne morale organisatrice, cette PMO, qui doit régir les règles entre les producteurs et les consommateurs. Du coup, la vie d'un projet, j'ai fait exprès de ne pas faire une timeline horizontale et linéaire, parce que c'est plutôt des vagues et des hauts et des bas dans le montage d'une opération d'ACC. Et ben, il y a plein de petites étapes, des étapes techniques évidemment, hein, il faut des centrales de production, donc soit elles existent, soit il faut les monter, donc il y a des études techniques, etc. Et puis il y a la faisabilité aussi économique du projet. Et en fait, moi, ce que je voulais montrer dans tout ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moments où il y a de l'humain. C'est-à-dire évidemment qu'on passe des contrats juridiques, on s'assure qu'il y a un équilibre économique, mais on passe aussi un contrat social, en fait, quand on s'échange de l'énergie. Vous faites beaucoup de réunions publiques, du coup ? Ça passe énormément parce que, alors nous on parle d'appropriation, etc. Mais concrètement, oui, c'est des réunions publiques. C'est quand il y a une mairie qui a envie de se lancer et qui veut aller voir ses habitants, bah, il faut s'accrocher pour expliquer l'autoconsommation collective. Donc, oui, on l'a vu, hein. Il faut s'accrocher. Ouais. Voilà. Donc nous, on vient en appui, on essaye de rendre tout ça concret. Et puis, des fois, ça part plutôt de quelques habitants. Donc il faut aller toquer à la porte de sa mairie pour voir si on peut être soutenu. Il faut aller toquer à la porte des autres habitants. Donc c'est là, nous, Éclair, on accompagne en tout cas sur l'envie pour passer au projet. Pour repartir quand même de pourquoi les opérations d'autoconsommation collective, même si M. Leclerc le disait, il n'y en a pas partout encore aujourd'hui, mais quand même on sent bien une envie. Et ben, l'envie de départ, elle vient notamment de la facture, puisque la part réelle de l'électricité sur la facture commence à être importante. Et donc, avec l'augmentation des prix de l'électricité, il y a une envie de ne plus subir sa facture et d'essayer de la maîtriser. Alors, nous, on est quand même assez prudent. On ne dit pas qu'on va baisser sa facture d'un coup d'un seul. Mais en tout cas, on va maîtriser une partie de sa facture. Et c'est la volonté qu'on retrouve assez souvent quand on vient toquer à la porte, en tout cas, d'Éclair Occitanie. Mais c'est pas la seule, et c'est aussi l'envie du coup de reprendre la main. Donc nous, c'est le fil conducteur de toutes nos activités avec Éclair Occitanie, mais reprendre la main, c'est-à-dire s'assurer que l'électricité qu'on va consommer, elle est locale, savoir qui la produit, où est-ce qu'elle est produite, dans quelles conditions, et puis de le faire de manière collective. Vous voyez le petit dessin de la Marianne guidant le peuple, et guidant le peuple vers la réappropriation de l'énergie. Ensemble, du coup. Et ensemble, voilà, c'est une Marianne, mais une foule derrière, sinon ça ne marche pas. On voit le concept, on voit l'idée. Et du coup, quand on monte une opération d'autoconsommation collective, si on essaye d'être très très concret et de voir tout ce qui va se passer, il y a plein de questions à se poser. J'ai pris volontairement un monsieur qui a l'air un peu naïf et qui est soumis à plein de questions. On est tous un peu comme ça, je vais vous dire. En tout cas, à un moment, quand on défriche l'autoconsommation collective, il y a toujours un moment où on a ce terre-là. Du coup, nous, les questions qu'on invite à se poser quand on monte une opération d'autoconsommation collective, c'est la question de la tarification. Il y a bien un moment où on va se dire, tiens, quel tarif on fixe à l'énergie ? Est-ce qu'on fixe tous les consommateurs payent le même prix du kilowattheure ? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a parfois dans des opérations des volontés même de faire don d'un peu d'énergie, en tout cas de créer de la solidarité par la tarification. Ce prix qu'on va fixer aussi, comment on arrive à un juste prix, donc à la fois juste prix pour le consommateur, il faut évidemment qu'il ait un intérêt économique à rentrer dans l'opération, mais aussi pour le producteur. Le producteur, s'il n'a pas d'intérêt à la démarche un peu complexe, il va choisir la vente totale qui est un peu plus simple. Donc il faut qu'on arrive à trouver ce juste prix et que ce soit fait de manière transparente, et nous on insiste là-dessus, il faut que les consommateurs aient bien conscience des charges qui pèsent sur le producteur et vice-versa. Vous m'entendez encore ? Oui, très bien. Un ouragan. Oui, c'est ça.
Ensuite, donc il y a plein d'autres questions. Il y a évidemment des questions techniques sur les bâtiments qui vont être équipés, même si ça peut aussi être d'autres formes. C'est pas forcément que de la toiture photovoltaïque. On accompagne en ce moment une commune de l'Hérault qui veut faire un parc au sol en autoconsommation collective, par exemple. Les statuts juridiques qu'on va écrire, donc là évidemment il y aura une grosse intervention, et c'est le cas sur le PNR Corbière-Fenouillet d'un cabinet d'avocats, mais les statuts en fait ils vont traduire une volonté, ils vont traduire ce contrat social dont je vous parlais, donc ça fait l'objet évidemment d'ateliers où des gens qui viennent doivent comprendre que oui, les règles qu'on va fixer, ça va être les règles de comment on prend des décisions tout au long de la vie d'un projet, c'est-à-dire pour 30 ans. Donc qui décide dans ce projet? Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord de qui va décider, qui va prendre les décisions. Il y a aussi des trucs très pratico-pratiques. Quand on est fournisseur d'énergie, à un moment, il faut régler aussi le sujet des impayés. Et dans la communauté qu'on crée, dans la PMO, quelles règles on fixe pour les consommateurs qui auraient des impayés? C'est très concret, c'est très pratico-pratique. Et il faut se les poser, ces questions-là. Ou quelqu'un qui déménage aussi, qui dit je quitte... Il y a des sorties, il va falloir régler à un moment la sortie. Il y a quelqu'un qui déménage ou qui en tout cas ne veut plus faire partie de l'opération pour une raison X ou Y. Il faut bien le gérer. Il y a quelqu'un qui emménage ou on a un gros succès, il y a plein de gens qui toquent à la porte pour rejoindre la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, il faut le régler avant de signer les statuts de la PMO parce qu'ils vont ancrer des choses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, concrètement, vous l'avez compris dans ce que je voulais vous dire, mais donc ça, c'est des photos que Jordan reconnaîtra puisque c'est au PNR Corbière-Fenouillet. C'est des photos que je voulais vous montrer parce que c'est des ateliers. Quand je vous parle d'ateliers, d'appropriation, tout ça, la forme que ça prend, c'est plein de réunions, plein de moments le soir où des gens motivés viennent dans une salle polyvalente pour parler de l'opération d'autoconsommation collective. Ça peut paraître un peu fou, mais il y avait du monde quand même. Il y avait des maires, des élus, il y avait des entreprises, des habitants. Donc voilà, quand on parlait de la pluralité d'acteurs, voilà ce que ça donne, même s'il y a beaucoup d'hommes sur ces photos. Oui, j'allais vous dire, et sans discrimination aucune aussi, beaucoup de cheveux blancs. Beaucoup de cheveux blancs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les jeunes pourraient être attirés par ça aussi. Ou on est dans la ruralité, il n'y a plus de jeunes. C'est ça le Alors je laisserai Jordan parler de la démographie du PNR. Vous avez raison, on le laissera parler lui. Oui, mais dans l'énergie, vous voyez le panel aujourd'hui. Bon, je ne ferai pas plus de commentaires, mais c'est pas l'ACC le sujet. Je pense que c'est peut-être plus l'énergie. Ouais, c'est pas sympa. C'est juste un constat. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est qu'il y a plein de dialogues, et ce dialogue, il doit se faire aussi il doit faire comprendre les études de faisabilité. Donc nous, on travaille par exemple sur le PNR Corbière-Fenouillet, Éclair et Texol. Donc Texol pour la partie technique et le cabinet Innova pour la partie juridique, mais c'est pas chacun dans son coin, évidemment. Donc il faut, nous on fait l'intermédiation pour que tous les enjeux qui sont écrits par Texol ou le cabinet juridique, en fait, soient vraiment bien appropriés, bien compris, et que les décisions elles reviennent bien à ceux qui seront les acteurs de l'opération. Donc pour nous, c'est vraiment le gros enjeu de ces démarches, c'est bien que les décisions elles soient prises par ceux qui vont faire vivre l'opération. Voilà, et donc bon, vous l'avez peut-être compris dans ce que j'ai dit, qui était un petit peu clair donc, sur le côté dialogue, mais nous, on constate là, avec l'essor de l'autoconsommation collective que c'est pas toujours, donc je réponds à ma question, hein, je suis désolée, c'est pas toujours synonyme de réappropriation de l'énergie par le territoire, par les acteurs locaux. Et du coup, nous, on invite en tout cas à regarder des critères concrets dans une opération, c'est-à-dire le critère économique, ou plutôt le critère d'investissement. Est-ce que dans l'opération, les consommateurs sont seulement ceux qui avaient les capitaux de départ à investir dans les centrales? Si c'est le cas, ça pose question, puisque on bénéficie d'une électricité moins chère quand on avait déjà des capitaux à investir, quand on était un peu riche, en gros, et du coup les moins riches ne peuvent pas bénéficier de l'opération. Donc bon, on a cette formule un petit peu choc qui dit qu'on crée des ghettos de riches, bon, c'est un peu provoque, mais l'idée c'est ça, c'est est-ce qu'on ouvre les opérations, est-ce qu'on fait bénéficier de l'énergie locale à des gens qui n'ont pas la capacité d'investir dans l'énergie solaire? Donc nous, on invite à regarder ça. C'est un peu le principe, non, de l'autoconsommation? C'est pas toujours le cas. Il y a quand même cette envie de certains de dire j'ai les capitaux, mes voisins ont les capitaux, et c'est nous qui allons bénéficier de l'électricité moins chère. On sent cette envie-là, donc nous, on répond que c'est déjà bien de vouloir mettre de son argent dans le photovoltaïque, mais c'est encore mieux si on en fait profiter ses voisins.
La solidarité, elle passe aussi par ce que je disais, la tarification, de aussi comment on se répartit l'énergie. Hein. La solidarité, ça peut aussi de se dire, l'énergie, on va pas faire le premier qui allume son bouton, il bénéficie de l'énergie. On va se dire, le boulanger du coin qui rend service parce qu'il maintient un service d'intérêt général sur le territoire, on va lui faire bénéficier d'un peu plus de la part du gâteau de l'énergie qu'on va produire. Donc ça peut être une forme de solidarité. C'est ce qu'on disait dans la clé de répartition. On peut faire un algorithme un peu plus complexe qui décide que le boulanger du coin va bénéficier d'un peu plus de la quantité. La gouvernance, et c'est sûrement le truc auquel on tient le plus nous à Éclair Occitanie, c'est comment sont organisées les prises de décision dès le début de la démarche. Est-ce qu'il y a une assemblée générale qui se réunit et qui prend les décisions importantes? Est-ce que c'est un petit conseil d'administration de 3 personnes qui prennent toutes les décisions stratégiques? Est-ce qu'on a tout délégué à un mandataire de la PMO qui va finalement, par caution un peu technique, prendre des décisions un peu stratégiques et ça va un peu déposséder le territoire de ces décisions? Voilà. Il y a en tout cas un curseur à placer sur la gouvernance, évidemment de ne pas alourdir le projet pour pas qu'on se retrouve toutes les semaines à prendre des décisions, mais voilà, de trouver un juste équilibre. Est-ce qu'on a aussi fait de la sensibilisation? Est-ce qu'on se dit, tiens, on crée une dynamique sur le territoire, il faut que ça bénéficie aussi au-delà de la communauté et qu'on a envie de se donner des actions autour de l'énergie, de la mobilité. C'est le cas sur une opération qui s'appelle ACOPREV, où ils ont dépassé le côté ACC et ils vont au-delà de ça pour parler d'énergie sur le territoire, parler de mobilité douce, etc. Et puis, flexibilité et réduction. Moi, j'ai souvent cette formule, j'aime bien faire un peu de céramique. Moi, si on me dit que je vais avoir de l'électricité moins chère, je vais acheter un four à céramique et je vais consommer comme une bourrine. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire ou est-ce qu'on veut plutôt accompagner à des usages de réduction et de compréhension? Voilà. Donc nous, il y a tous ces points-là. On se dit, si ça a été étudié au moins et regardé, on est plus dans la mouvance d'une réappropriation citoyenne. Et donc, pour conclure, c'est à l'air complexe, dit comme ça. Ouais. Et, il faut gérer de l'humain. Et nous, c'est ce qu'on fait à Éclair et dans le mouvement Énergie Partagée depuis des années. Donc, évidemment que ça paraît complexe, mais on a envie que ça marche, l'autoconso collective. Donc, on a plein d'outils à mettre à disposition. Du temps aussi. On a la chance d'être financé par l'ADEME et la région Occitanie, nous. Et donc, on peut passer du temps gratuitement au début des opérations pour aider les gens à se figurer un peu mieux ce qu'ils veulent faire. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter s'il y a des envies dans les territoires d'Occitanie, évidemment, parce qu'on n'est que en Occitanie. Ouais, et peut-être ça va faire des petits, non, dans d'autres régions? Éclair existe, on a ça s'appelle Récit dans les Pays de la Loire, ça s'appelle Taranis en Bretagne. Vous êtes en tout cas très passionné, Clémence, et je pense que vous avez fait passer le message. Merci beaucoup, Clémence. On peut l'applaudir, je crois. Alors, on a parlé de juridique avec Frédéric Leclerc, on a parlé de l'humain, beaucoup, du montage des projets. Avec Benoît Froidurou, on va parler un peu de technique et d'optimisation. Alors, c'est à vous. Une fois qu'on a mis tout ça en place, l'idée aussi, c'est d'optimiser la consommation d'énergie, et notamment avec des outils du numérique. Donc, je vous laisse nous raconter un petit peu tout ça. Les outils du numérique, oui, effectivement, c'est très vaste. C'est très vaste. Je vais essayer de vous montrer des choses très appliquées sans vous parler de blockchain, d'IA, etc. Okay. Parce qu'on entend partout à toutes les sauces et moi, je ne suis pas forcément fan de termes génériques qui veulent tout dire et rien dire à la fois, et on fait des choses relativement concrètes au CEA, même si on est un organisme de recherche, on fait de la recherche appliquée. Et le sujet de l'énergie au global, énergie renouvelable, etc., sont des thèmes qu'on traite. Donc moi je suis à l'Institut national des énergies solaires qui est basé à Chambéry, Bourget-du-Lac exactement, et on traite principalement le photovoltaïque, et moi je m'occupe de tout ce qui est intégration des renouvelables dans les réseaux de manière globale. Réseau électrique, on a d'autres acteurs au CEA qui traitent les réseaux de chaleur, de gaz, etc. Et d'ailleurs, on traite le multivecteur qui sera demain aussi des sources de flexibilité sur les réseaux. Mais on va pas aller là-dessus, on va parler d'autoconsommation collective. On va revenir sur le sujet, sinon je peux vous en parler pendant des heures. Donc merci déjà pour ces éclairages. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet d'avoir d'autres aspects du prisme qu'on n'a pas forcément et qui nous permet, nous aussi, de nous diriger dans nos recherches pour avoir justement respecté toutes les contraintes de tous les acteurs qu'on peut avoir. Donc je suis vraiment très heureux de découvrir tout ça. Les slides, oui, alors c'est là. Ouais. Ça, c'est moi. C'est vous. Je rappelle que vous êtes chef de service Smart Grid, stockage et efficacité énergétique. C'est ça, chef de service. Donc, le CEA est très, très hiérarchisé et donc ça représente une centaine de personnes qui travaillent dans 3 labos séparés. Un labo qui va travailler la partie Smart Grid électronique de puissance aussi, qui est vraiment au cœur de nos réseaux. Un autre laboratoire qui va travailler le stockage d'énergie et un autre laboratoire qui est plus lié à l'autoconsommation, qui considère le bâtiment, donc le bâtiment lui-même comme brique des réseaux.
Donc le bâtiment équipé avec des batteries, des panneaux solaires, etc. Mais aussi le bâtiment en tant que tel, qui est une formidable réserve d'énergie, à la fois dans tout ce qui est eau chaude sanitaire, etc. Mais aussi thermiquement, le bâtiment permet, dans certains cas, de s'effacer de pointes de consommation. On a fait des tests pour RTE sur des sujets où on vient utiliser l'énergie d'un bâtiment pour le chauffer à des heures hors des pics de consommation, tout en respectant le confort de l'usager. Donc c'est des thèmes qu'on regarde et on investigue dans ces sujets-là de manière très technique et plutôt recherche. On va modéliser tout ça et je vais essayer de vous expliquer et arriver à un exemple à la fin qui, j'espère, sera le plus clair possible. Allons-y. Voilà. Allons-y. Alors, bon, j'ai fait mon petit schéma aussi sur l'autoconsommation, parce qu'on a tous fait à peu près. La distance de 2 km, j'ai compris qu'elle était en train d'évoluer vers 10 voire 20 km voilà, sur dérogation. Ça fait pas longtemps, ça. C'est très récent, il y a quelques mois. Donc, j'ai laissé les 2 km, mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça montre l'ampleur du phénomène qui est en train de prendre, c'est que justement, on va élargir sur les zones périurbaines et rurales à des rayons beaucoup plus larges, ce qui fait sens, 20 km la campagne, c'est pas déconnant. Donc ça c'est très bien. Et il y a aussi un terme qui est important, il ne faut pas oublier le réseau, Enedis, qui font un boulot extraordinaire depuis des années pour nous satisfaire un réseau qui est fort. Moi qui ai travaillé dans énormément d'autres pays, je peux vous dire que simplement aux US, péninsule arabique, Australie, etc., ils ont des réseaux qui ne sont pas forcément très stables et on a une chance aujourd'hui en France, c'est d'avoir un réseau très stable et grâce à Enedis qui opère, exploite le réseau de manière remarquable et donc qui la met à disposition de ce phénomène d'autoconsommation collective, mais il reste quand même au cœur des transitions énergétiques Enedis et bon, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, somme de producteurs de 3 MW qui peuvent être des producteurs soit résidentiels et ça peut être des producteurs plus gros, des centrales au sol ou même des systèmes batteries communs qui se développent aussi pour participer à l'autoconsommation collective. Voilà, donc ça c'était mon petit schéma. Donc voilà, on va essayer j'ai repris des éléments d'Enedis où vous avez une consommation, une communauté d'énergie avec différents éléments. Et j'ai rajouté aussi un élément qui va exploser dans les prochaines années, c'est la mobilité électrique, qui va être au cœur des réseaux. Donc c'est aussi là-dessus que je vais finir avec ma présentation parce que je pense que c'est un vecteur énergétique qui va exploser sur les réseaux électriques dans les années à venir. Le réseau ouais, à l'heure où Renault sort une Renault 5 électrique qui sera V2B, V2G. Le V2G. Voilà, exactement. On en reparlera tout à l'heure, quand on finira sur la mobilité. Je peux vous en parler, mais pour l'instant, tout le monde en parle, personne ne l'a vu. On est assez d'accord. C'est beaucoup de choses et effectivement, on travaille le sujet. Donc j'ai un expert là, de la mobilité qui est dans la salle. Qu'on fera parler peut-être tout à l'heure. Ouais, mais il faut quelques heures. Oui, bon, je saurais être... Non, il est passionnant. Mais en tout cas, oui, le V2G fait partie des éléments qu'on pourra mettre en place pour amener de la flexibilité au réseau. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde avec toutes les contraintes. Simplement accepter que votre voiture cycle plusieurs fois dans une journée. Si vous êtes propriétaire de la batterie et sachant que c'est l'élément le plus cher de la voiture, est-ce qu'on va l'accepter ou pas ? Pourquoi pas ? C'est une vraie question. À la rigueur, il y a peut-être des réglementations et des subventions associées à ça. Et là, il y aura peut-être plus d'intérêt. Voilà, bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. Non, je vous laisse avancer. Voilà, donc un périmètre d'équilibre, une communauté d'énergie et bien sûr on remonte des mesures et Enedis va faire le split entre les différents clients et remonter de la facturation. Donc ça on l'a vu à travers les précédentes présentations, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous on va être plus sur de la partie technique et sur de la modélisation des systèmes. Donc vous prenez le même système qu'on avait avant et nous on va travailler sur comment je vais modéliser ces ensembles. Alors j'ai mis un terme jumeau numérique, pareil je le prends avec des pincettes, là on parle vraiment de vrais jumeaux, c'est-à-dire des modèles qui sont les plus simples possibles pour pouvoir tourner en temps réel avec les éléments qui représentent. On n'est pas sur du simple modèle, voilà. Mais en tout cas, tous ces éléments-là, que ce soit le réseau, le photovoltaïque, la maison, donc la maison, quand je mets la maison, c'est aussi les bâtiments tertiaires, etc. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, on va modéliser jusqu'à la thermique des bâtiments pour voir comment on peut, par exemple, limiter le nombre de batteries et profiter des inerties et du stockage énergétique du bâtiment pour pouvoir donner de la flexibilité parce que les batteries ça coûte cher, ça dure pas longtemps, c'est beaucoup d'OPEX, c'est beaucoup d'argent et c'est aussi une énergie grise qu'on rajoute au réseau, donc c'est ce qu'on va essayer d'éviter, même si dans la plupart des cas on va devoir en mettre. Voilà.
IRVE, c'est infrastructure de recharge de véhicules électriques, et BESS, c'est les batteries. Donc tous ces éléments-là, nous, on a ces capacités de les modéliser à des niveaux plus ou moins profonds de modélisation pour s'adapter à ce qu'on veut modéliser. Et derrière, on va développer ce qu'on appelle des EMS, Energy Management System, qui vont nous permettre, grâce à des modélisations, de pouvoir scénariser, simuler et surtout scénariser des scénarios, excusez-moi, mais des scénarios énergétiques à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une communauté, et ça va nous permettre d'anticiper, par exemple, des prix de l'énergie, pour pouvoir anticiper des vieillissements de batteries quand il y en aura, pouvoir regarder l'effet du V2G, par exemple, sur les voitures. Combien, si je suis dans un tel scénario énergétique sur 5 ans, de combien je vais utiliser ma voiture et de combien je vais user la batterie de mon véhicule, et voilà, etc. Donc ça nous permet de calculer, de regarder, de scénariser l'énergie et aussi les éléments du réseau, leur usure, leur durée de vie, etc. Pour pouvoir maîtriser mieux, prolonger la vie des équipements et pouvoir mieux maîtriser l'énergie et maîtriser aussi avec des scénarios tarifaires, parce que ce qui est arrivé depuis février 2022, c'était pas prévu. Vladimir, il a fait quand même un gros coup de botte dans la fourmilière, qui nous a tous poussés quelque part. Alors, je suis pas un pro-Poutine, ne prenez pas, absolument pas. Mais quelque part, ce changement, il a fait accélérer les choses. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui favorise ce genre de phénomène de reconcentration de l'énergie dans nos territoires. Voilà. Et ces modèles-là, ils vont être aussi consolidés par des infos de data providers. Donc je discutais avec Steadison ce matin qui fournissent de la prédiction de production photovoltaïque. Et donc toutes ces prédictions-là, prédiction de charge, prédiction de comportement, prédiction de production photovoltaïque, éolienne, etc. Ce sont des outils qui apparaissent de plus en plus avec des startups qui se forment, et même, ce n'est plus des startups puisqu'ils ont des produits, mais qui nous permettent d'anticiper et de regarder quelle sera l'énergie demain, dans une semaine, dans un mois, avec plus long terme. Et il y a aussi les comportements qu'il va falloir qu'on modélise. Et modéliser les prédictions de charge véhicule électrique, on s'y attelle au CEA. Et je vous assure que ce n'est pas évident parce que c'est lié à de l'humain, c'est lié à du comportemental pur. Et donc, moi aujourd'hui, je ne peux pas savoir sur un supermarché quels seront les cycles de charge de véhicules électriques entre midi et 13h, etc. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on travaille parce que c'est hyper important de pouvoir modéliser et pouvoir, encore une fois, planifier notre énergie. D'accord ? Donc là, on vient avec ces socles-là nourrir nos EMS et ces EMS vont être dupliqués sur les sites en réel pour pouvoir interagir avec les systèmes réels. Donc on ne fait pas que de la modélisation. On va aussi implémenter des EMS sur des systèmes qui nous permettent de recueillir de la data, d'aller adresser des algorithmes d'optimisation et pouvoir redistribuer les actions sur les différents assets qui sont plus ou moins pilotables, qui vont être vraisemblablement de plus en plus pilotable parce que la pilotabilité des assets est super importante si vous voulez maîtriser votre énergie. Et c'est tout ce qu'on travaille aujourd'hui dans nos laboratoires. Une question ? Oui, non, parfait. Je vois, vous me regardez. Non, C'est qu'il y a une question. Non. Si. Si, il y a une question alors. Clémence disait tout à l'heure, c'est juste une part de l'électricité consommée. On va pas, enfin pas du rêve, on va pas effacer complètement la facture. Non, c'est une contribution. Voilà, c'est une contribution. Et alors vous, avec vos outils, vous allez pouvoir justement augmenter cette part. Et c'est le but. Et dans quelle proportion ? Alors une optimisation. Grâce à vos outils. C'est comment je vais réduire, comment je vais maximiser un critère sous contrainte, en le contraignant. D'accord ? Donc je peux avoir des contraintes de prix, des contraintes de cours photovoltaïque, je peux avoir des contraintes toutes celles qu'on veut. Et on va essayer de trouver des optimaux locaux ou globaux, donc sur plusieurs échelles, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais on va avec nos outils essayer de maximiser des phénomènes. Donc ça peut être une minimisation de mon coût de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qu'on recherche, que ce soit des résidentiels ou des industriels, etc. On va chercher à minimiser mes coûts énergétiques, surtout en ce moment où là, la plupart des factures ont fait x3 l'année dernière sur toutes les industries. x3, c'est quand même énorme, c'est du jamais eu, on n'a jamais eu tout ça. Et on parlait du boulanger, par exemple. Voilà un cas très le boulanger, il a pris x3 aussi. Et donc, il y en a combien qui ferment ? Je pense qu'il y en a pas mal, malheureusement. Et aujourd'hui, ces boulangers
boulangers vont vouloir stabiliser leur facture en achetant aux voisins l'électricité. Donc là, on est dans le thème du jour. Oui. Et puis, pouvoir aussi regarder comment il va acheter son électricité sur... c'est peut-être pas à l'échelle du boulanger, à des échelles plus grandes, mais il y a aussi des phénomènes d'agrégation qui se développent, c'est-à-dire des gens qui vont agréger des assets énergétiques pour pouvoir proposer des services à RTE, donc de ce qu'on appelle les services système. Pouvoir aussi jouer sur des marchés type spot où on va acheter de l'énergie quand elle sera moins chère et peut-être la revendre quand elle sera plus chère. Normalement, c'est dans ce sens-là que ça passe. D'accord. C'est pas Thibaut. Ouais, c'est ça. Thibaut vous confirme. Oui, Thibaut me confirme. Ouais. C'est bon. On continue. Donc là, on a pris un exemple, j'ai essayé de faire simple, mais c'est un domaine qu'on travaille énormément parce que le véhicule électrique, pour mémoire, aujourd'hui, 40% de l'énergie consommée en France est liée au pétrole. Et le pétrole, je ne vous cache pas que c'est quand même une grosse part de mobilité. Et ces 40%-là, ils vont rentrer aujourd'hui dans le spectre énergétique électrique. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du paradigme, mais c'est quand même ça va être assez conséquent. Et d'autre part, l'explosion du véhicule électrique d'ici 2030, donc d'ici, on est bientôt en 2024, donc dans 6 ans, on va avoir une explosion de plusieurs dizaines de millions de véhicules. Enfin, dans le monde, ça va aller jusqu'à 300 millions, d'accord ? Et les infrastructures mettent beaucoup plus de temps à changer, à être modifiées que 6 ans. Donc il y a aussi cet aspect temporel qu'il va falloir qu'on essaye de maîtriser en pouvant alimenter nos énergies électriques dans les véhicules avec un réseau qui sera fort, mais qui sera aussi très sollicité dans les années à venir. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire de l'autoconsommation de charge de véhicules. Donc là, vous avez un cas où vous avez une ombrière avec une vingtaine de bornes en dessous. Et ce qu'on va chercher à faire, alors c'est l'animation GIF, vous avez une courbe solaire avec une grosse perturbation à midi, donc un gros nuage en milieu de journée. Et on va faire des algorithmes qui vont nous permettre de recharger les véhicules dans cette cloche-là et minimiser le soutirage sur le réseau. Je ne sais pas si cette illustration vous parle, mais en tout cas, on a essayé de la faire la plus didactique possible, puis ça fait un peu d'animation, ça réveille tout le monde, donc c'est bien. Voilà. Donc, ces éléments-là, en fait, on va utiliser nos modèles pour justement maximiser cette autoconsommation. C'est une courbe photovoltaïque, mais ça pourrait être une courbe de prix aussi. Ça pourrait être une courbe de n'importe quoi, de taux de CO2 sur le réseau. Cette optimisation-là, là, c'est juste un exemple. Après, nous, on va pouvoir décliner ça sur d'autres types de courbes et d'autres types de contraintes, encore une fois. D'accord ? Et ces outils numériques vont nous permettre de planifier nos charges, de planifier aussi les besoins utilisateurs. Donc les besoins utilisateurs sur un site tertiaire, ce qu'on va demander à minimum, c'est à quelle heure je veux partir, à combien je suis chargé. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Mais demain, on ne posera plus la question parce qu'on va aussi apprendre des comportements, essayer de mettre du machine learning, pour parler des gros mots aussi, sur nos éléments et pourquoi pas, dans le futur, ne plus avoir à demander de combien je veux avoir d'énergie et faire cette planification de manière automatique. Parfait. Pour conclure, un mot ? Alors, donc un mot, on l'a appliqué, donc là c'est vraiment du réel. Ouais. Ces charges VE, on l'a impliqué sur notre site de Cadarache avec plus de 80 bornes et 400 véhicules gérés, donc on a mis ça à grande échelle. Encore une fois, ça représente aussi des couches numériques de collection de data et de redistribution de data qui sont quand même assez conséquents. Donc les outils numériques derrière de contrôle sont à développer et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours. Et en conclusion, donc le digital pour observer, pour agir aussi sur les composants énergétiques, pour pouvoir optimiser nos énergies qui sont intermittentes, voilà. Apporter de l'intelligence, modéliser et puis bien sûr au final répondre aux besoins de l'utilisateur parce que demain on aura tous besoin de chauffage et de notre petite voiture pour aller au boulot. Eh ben, merci beaucoup Benoît Froiduro pour toutes ces explications et comment on va pouvoir optimiser cette part d'autoconsommation qu'on nous... Exactement. Ouais. Sur des systèmes qui deviendront de plus en plus complexes. Vous avez bien compris qu'on ne parle pas de quelques maisons et de résidentiels. Là, on est sur des choses plus larges, voire de l'industriel, du commercial et industriel. Vous savez, les grands acteurs de la distribution se posent ces mêmes questions avec les lois LOM, avec les lois d'accélération des énergies renouvelables. Ils ont plein de choses à installer chez eux. Mais c'est une jolie prospective. Merci beaucoup. Et on va revenir. On peut l'applaudir absolument. Merci. Très brillante démonstration de Benoît Froiduro. Alors, on va revenir au quotidien d'un développeur, David Ogex. Vous êtes président d'Incidence, vous êtes un développeur et vous vous intéressez vous aussi à l'autoconsommation collective et notamment dans les territoires ruraux.
Alors vous avez quelques exemples à nous montrer. On va revenir au quotidien, hein, là, à l'humain aussi, au territoire. Je vous laisse la parole, David Ogex. Merci Jean-Louis. Donc bonjour à tous. Effectivement, je représente Incidence, un développeur d'énergie renouvelable, hein, qu'on pourrait qualifier de classique et de standard. Nos objectifs, c'est de développer des centrales solaires, des centrales éoliennes aussi. J'ai entendu parler là sur la table ronde d'humain, d'appropriation de l'électricité, de nos usages énergétiques par les citoyens. Et chez Incidence, on considère que effectivement, l'autoconsommation collective est un formidable outil d'appropriation non seulement de nos énergies, mais des enjeux que ces énergies-là, que cette utilisation de nos énergies intègre localement. Donc le focus qu'on a proposé aujourd'hui, c'est l'autoconsommation collective et la ruralité, parce qu'effectivement, ça a été dit, hein, ça a d'abord été développé sur le tissu urbain. Ce sujet-là, c'était effectivement naturel de mettre des panneaux solaires sur des grands ensembles immobiliers pour desservir les plusieurs propriétaires, les différents propriétaires d'un quartier, d'un immeuble, etc. Ça a été rapidement évoqué aussi. L'autoconsommation collective connaît quand même malgré tout deux grandes limites. Aujourd'hui, une limite géographique, puisque vous l'avez mentionné dans votre propos juste avant, hein, jusqu'à peu. C'était limité à un périmètre de 2 km. Là, la réglementation évolue et on peut, suivant la classification INSEE des communes, en fait, leur degré de ruralité, avoir accès à des périmètres de 10 voire 20 km, ce qui effectivement donne beaucoup plus de champs géographiques à l'autoconsommation collective. Et pour l'instant, même si on est plusieurs acteurs à penser que ça pourrait aussi évoluer, pour l'instant c'est limité à 3 MW de puissance fournie sur le réseau. Donc 3 MW, c'est largement suffisant pour un village rural. Dès qu'on va être dans la zone de fosse, la zone portuaire de fosse, ça risque d'être un petit peu limité. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Et effectivement, cette dimension de ruralité et cette extension, alors sous réserve d'obtention de dérogations ministérielles, hein, donc tout n'est pas automatique, hein, il faut malgré tout demander une dérogation ministérielle, mais sous réserve d'obtention de cette dérogation, ça permet à l'autoconsommation collective de s'adresser non plus aux panneaux solaires chez le citoyen ou dans le quartier, mais adresser des technologies comme l'éolien, comme la méthanisation qui se fait, on le sait bien, dans des secteurs particulièrement ruraux et agricoles. Et c'est ce qui pourrait contribuer effectivement au développement de plus en plus important de ces démarches et de cette appropriation, y compris dans les secteurs ruraux, de cette formidable opportunité de maîtrise de sa dépense énergétique que vous appeliez, Madame Martin, l'industriel, la collectivité ou le boulanger du coin. Vous citiez la zone de Fosse, hein, c'est pas un hasard, on sait tous qu'il va y avoir une usine de panneaux photovoltaïques à Fosse. Tout à fait. Avec de grosses demandes d'énergie et effectivement là, tes 3 MW, ça risque c'est d'être très limitatif. Ouais, tout à fait. Donc après, au-delà de ce... Non, allez-y. On vous entend. Vous m'entendez ? Ouais, très bien. C'est moi qui n'avais plus le retour. Voilà, ouais. Mais au-delà de ce petit rappel contextuel, deux exemples que j'ai choisi d'utiliser pour illustrer le propos. On travaille aujourd'hui sur le territoire de la CCLA, la communauté de communes des Landes d'Armagnac. Au passage, il n'est pas désagréable de les visiter régulièrement. J'imagine, ouais. Donnez-moi une bouteille la prochaine fois. D'accord. Quand on a préparé la conférence, vous m'aviez demandé un carton plutôt. Oui, c'est vrai. En autoconsommation aussi. Voilà. Donc en fait, au-delà de la plaisanterie, ce territoire-là, on trouve qu'il y a une grande maturité sur les sujets de développement. Alors c'est un territoire qui a été équipé de centrales solaires déjà depuis
de nombreuses années, qui souhaite poursuivre son développement de producteurs, de territoires producteurs d'électricité, mais qui ne souhaite plus se contenter tout simplement des directives nationales, des enjeux nationaux de pénétration des énergies renouvelables dans notre mixte et énergétique, et qui, au-delà de l'usage électrique de la mobilité dont on a parlé tout à l'heure, souhaite réellement intégrer ces projets-là dans le quotidien de ses concitoyens. Donc le programme est relativement ambitieux, hein. Il y a plusieurs parcs solaires qui sont en développement. On les développe avec des partenaires. Les partenaires, c'est bien entendu d'abord et avant tout la communauté de communes des Landes d'Armagnac. C'est une société d'économie mixte, la SEM Enerland. Au niveau départemental, c'est Terra Énergie qui intervient, lui, qui est un acteur plutôt régional, et un acteur industriel, Total Renouvelable, qui nous accompagne sur le sujet. Au-delà de l'implantation de ces 6 parcs, comment réellement faire en sorte que cette électricité desserve l'intérêt local, l'intérêt du citoyen, l'intérêt de l'artisan et l'intérêt de la collectivité pour faire face à ce que l'on connaît tous, hein, l'explosion de l'électricité. Puisqu'il y a un nombre relativement important et réparti de parcs solaires dans le programme, encore une fois, c'est du développement. Les 6 ne sortiront peut-être pas. Ils sont en cours de développement et en cours d'instruction pour certains auprès de la préfecture des Landes. L'idée a été d'intégrer sur chacune de ces centrales une boucle d'autoconsommation collective, donc 5 en tout, pour justement, avec ces superpositions de cercles de 20 km, puisque là, alors, pour le compte, on est dans un secteur très rural, hein. On a en théorie accès à cette dérogation ministérielle que j'évoquais tout à l'heure. Donc comment couvrir, en tout cas ça a été la volonté du conseil communautaire de cette intercommunalité-là, comment couvrir l'ensemble de la population et des citoyens de ce territoire-là d'une offre qui soit cohérente, compétitive et relativement équilibrée pour l'ensemble des habitants, que vous habitiez à Héré, à Saint-Justin ou à Cachin, les différents villages qui composent ce territoire. Donc l'idée a été sur chacune des centrales, hein. Si une centrale fait 10 MW, on va en prendre 1, 2 qu'on va déconnecter et dont on va faire dans la limite des fameux 3 MW, hein, et que l'on va dédier à une offre d'autoconsommation collective dans ce fameux cercle de 20 km. Et si on s'y prend bien en termes de répartition, et ça c'est toute l'activité, c'est toute la plus-value de ce territoire qui mène une politique d'aménagement du territoire qui, pour nous, fait véritablement sens sur le sujet, de permettre à chacun des citoyens de l'intercommunalité d'être dans un fameux périmètre de 20 km. De manière à ce que chacun en soit bénéficiaire. Alors, au-delà de cette belle idée qui a été conceptualisée par les élus, à laquelle on a adhéré évidemment sans aucune réserve, il y a malgré tout, on est devant un grand chemin de communication, d'intégration, de diffusion de l'information, de constitution de la PMO, ça a été rappelé. Et je souriais quand je voyais les ateliers du PNR. On va en avoir plusieurs à animer. Les élus vont avoir un bon boulot. Ils sont pas innocents, hein, ils savent à quoi ils s'attachent, mais ils s'attellent. Mais effectivement, c'est un outil pour nous lorsqu'il est correctement abordé en amont. Par des politiques au sens noble qui peuvent faire énormément de sens sur les territoires. Et cette fameuse dérogation permet une diffusion de ces outils-là dans le secteur rural. Et Clémence parlait beaucoup d'appropriation. Là, pour le coup, il y a une vraie notion. C'est-à-dire qu'il y a un parc et on va dédier une part de ce parc finalement aux citoyens, aux gens qui sont aux voisins. Et donc il y a une vraie appropriation pour le coup. Tout à fait, c'est ça. Le gros enjeu pour nous, c'est de décider. Alors le gros enjeu pour, je dirais, les politiques en charge de cet aménagement, c'est d'avoir déjà réparti les terrains. Alors je précise aussi que évidemment ces 6 centrales-là sont sur du foncier communal ou intercommunal.
c'est là où les élus gardent une grande action sur la répartition des centrales. Évidemment, après les appels à manifestation d'intérêt que l'on a remportés, ils nous ont fait l'honneur de nous confier le dossier. Madame, à côté de moi, parlait de gouvernance. La communauté des communes des Landes d'Armagnac est intégrée dans la gouvernance du projet. Ça ne pouvait pas être autrement dès l'instant où on parle d'autoconsommation collective. À ce stade, l'appropriation du sujet, elle est opérateur privé, bien entendu, élu au tout départ de la démarche. Il faut qu'on aille vers l'ensemble de la population, l'ensemble des usagers, qui soient artisans. Et là, pour ça, vous avez la Chambre des métiers, pourquoi pas industriels, la CCI, qui va nous servir de relais pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Et ensuite, c'est chaque mairie et chaque citoyen. D'accord, de vrais projets de territoire. Tout à fait. Voilà, donc ça c'était un exemple. Et un autre exemple. Rapidement, voilà. Donc voilà, 5 boucles donc, sur le territoire. Un autre exemple part plutôt d'une préoccupation d'un syndicat d'adduction des eaux. Potable, Masgros, c'est du côté c'est en Lozère, c'est limitrophe avec l'Aveyron. Et là, l'idée était de faire face à une explosion de la facture, parce que qui dit adduction d'eau potable dit pompage des eaux et stockage des eaux dans un château d'eau, dans un réservoir en altitude, et explosion des factures de pompage. Vous êtes face à un acteur qui vous dit, moi déjà Madame Martin, elle fait face à l'explosion de la facture électrique. Je ne souhaite pas la mettre devant une explosion de la facture d'adduction en eau potable, même si j'ai des coûts qui pour moi, ont explosé. Et donc, la démarche était autoconsommation individuelle. Forcément, oui. Mettez-moi des panneaux sur les toits de mes pompes. Oui, mais monsieur, vos pompes, elles sont au fond de la vallée. Elles sont coincées entre deux reliefs. Et puis, vos toitures, elles sont relativement étroites, compte tenu des enjeux et des besoins d'électricité. Et donc là, on va vers une production sur un secteur qui est plus ensoleillé, qui est de taille plus adaptée à la consommation qu'en a le SIAEP. Et donc, on va vers un transit d'électricité par le réseau. Ce dont parlait monsieur à côté de moi tout à l'heure. Et donc, on va vers l'autoconsommation collective. D'un point de vue réglementaire, on va là-dessus. Et du coup, cheminant, le sujet, non seulement il pourra servir, et c'est son objet premier, la consommation du SIAEP, mais il pourra aussi desservir l'ensemble de la population des villages. Et c'est d'une réflexion d'autoconsommation individuelle, l'arrivée de ce fameux cercle dérogatoire à 20 km, qui fait que ça peut du coup rebondir et se transformer en sujet d'autoconsommation collective. Donc, voilà 2 exemples de ruralité. C'est très intéressant. On délocalise et finalement, on délocalise à 10 ou 15 km la production et finalement on va irriguer d'électrons verts toute une zone géographique avec des citoyens, pourquoi pas des artisans, et au-delà du syndicat de l'eau. Tout à fait. Il y a un producteur de lait aussi dans le secteur. Forcément, à Aveyron-Lozère, il y a du fromage et du lait. Donc voilà, du coup, le projet pourrait prendre une dimension un peu plus importante. Là, on voit très concrètement l'intérêt de l'autoconsommation collective. Tout à fait. C'est fini ? C'est fini. Eh bien, merci beaucoup, David Augex. C'était passionnant. On peut applaudir. Donc on reste dans la ruralité avec vous, Jordan Mazardeau. Vous êtes directeur adjoint du parc naturel régional Corbière-Fenouillède. On a déjà un petit peu parlé de votre projet. Donc le parc naturel est moteur sur un projet d'autoconsommation collective dans ces jolis villages des Corbières. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Oui, tout à fait. On se situe du coup en cheval entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, dans un territoire extrêmement rural. Voilà, on est au-delà de ce qui a été annoncé. Là, on est sur des villages de 50 habitants, 100 habitants, et sur un territoire qui est vraiment de basse montagne, très préservé, avec une densité de population, pas d'industrie. Et c'est pour ça qu'on a fait un parc naturel régional sur ce territoire-là. Donc on se retrouve avec des contraintes assez importantes du point de vue de la transition énergétique, des atouts pour nous, pour un parc, que sont le patrimoine, la biodiversité, les paysages, mais qui ne nous permettent pas de développer de l'éolien, ou en tout cas qu'on ne souhaite pas développer
à hauteur de la consommation. Et pour autant, on a envie, et les élus souhaitent être un territoire à énergie positive d'ici 2030-2050. Donc il faut trouver les moyens de produire de l'énergie localement, et les toitures sont pour ça idéales. Effectivement, ils font consensus sur le territoire. Donc on a souhaité proposer à nos communes des groupements de commandes et un AMI pour installer des panneaux solaires sur leur patrimoine public. Et on a voulu aller au-delà en étant un peu plus expérimental, un peu plus pilote sur le côté de création de boucles locales d'énergie, donc autoconsommation collective étendue. Et notre souhait, la volonté, c'était de tester plutôt les aspects sociaux, de gouvernance, d'organisation, et justement un peu toutes les questions que présentait Clémence, de comment on se fixe collectivement un prix d'énergie, est-ce qu'on y intègre des dimensions sociales, d'équité, d'équilibre, comment on se répartit l'énergie, cette fameuse part du gâteau, qui produit, qui facture, comment on fait en cas d'impayé, toutes ces questions-là, et finalement quelle est cette gouvernance et toutes ces questions d'appropriation de l'énergie qui étaient bien présentées. Notre pari derrière, le pari des élus, c'est de se dire que quand on devient producteur, on se soucie aussi de quand on produit, de quand on consomme, et même sans outils qui vont très loin sur l'optimisation des différentes consommations, on peut arriver à décaler sa machine à laver quand le panneau solaire produit. Et finalement, on accède comme ça plus facilement à la sobriété, qui est un sujet qu'on veut traiter et qui est peut-être plus difficile à appréhender. Donc on s'est tourné vers nos communes, vers notre territoire, et on leur a proposé de tester ça avec nous. Il y a 5 territoires de projets qui ont été sélectionnés. Il y en a 3, les boucles oranges, qui sont un peu plus avancées. Et donc on est sur des périmètres de 10 à 20 km à chaque fois, qui rassemblent de 1, 2, 3, 4 communes parfois. Voilà. Et combien de bâtiments concernés ? Alors vous avez les chiffres là à l'échelle de la boucle, à peu près 150 bâtiments qui ont été étudiés. Il n'y en aura pas la totalité qui seront équipés bien sûr. C'est un gros boulot du coup. Producteurs et consommateurs, et complètement. C'est des études techniques qui sont relativement poussées en phase opérationnelle, parce qu'il faut pouvoir définir qui va produire quoi, qui va consommer quoi, sur la journée, sur le mois, sur la semaine, pour pouvoir se répartir et arriver à définir un optimum entre les consommations et la production, pour maximiser ce fameux taux d'autoconsommation, qui est le garant de la rentabilité économique. La volonté des élus et des habitants, c'est bien sûr de ne pas perdre de l'argent dans ces opérations-là. Donc on est sur un calendrier qui est assez long. On a initié l'action en 2021. Principalement parce que le temps d'appropriation est vraiment très très long. Il y a besoin de commencer à expliquer. C'est des notions extrêmement techniques. Quand on veut parler au boulanger du coin, pour reprendre l'exemple, à l'élu, à l'habitant, il faut pouvoir expliquer par où va passer l'électron, où il ne va pas passer, comment on va se répartir la gouvernance, les questions de statut, les questions juridiques, les questions administratives et techniques prennent beaucoup de place et sont véritablement complexes à faire intégrer. Donc on a pris le temps de le faire, on a fait un séminaire sur notre territoire, on a fait un voyage d'études où on a amené nos élus et les personnes intéressées sur d'autres territoires voir comment ça se passait. Et puis c'est beaucoup de réunions de pédagogiques, d'outils à mettre en place pour expliquer ça. Et on en est à un stade maintenant où on a ces 3 territoires qui sont dans la phase un peu plus opérationnelle. Les premières installations ont été réalisées et on est en train de réfléchir à ce qu'on met dans les statuts, comment on crée l'association, et toutes ces questions-là justement de comment on se répartit l'énergie, quel est le prix, qui sont les plus complexes à définir quand on a plusieurs profils différents autour de la table. D'accord, vous avez ces 3 boucles, c'est ça? Ça fait combien de puissance? Ça fait une toute petite puissance. On est à 380 kW crête. Donc on est vraiment très très loin des grosses puissances qui ont été évoquées jusqu'à présent. Mais ça couvre finalement une part d'autoconsommation assez importante sur les premiers pionniers, les habitants, les élus qui veulent commencer. Alors je vois que vous avez 39 consommateurs identifiés. C'est quoi? C'est des citoyens, du résidentiel? C'est des petites PME?
des petites boîtes? Vous avez Alors on a trois projets qui sont bien avancés et c'est 3 typologies assez différentes. On a un village sur lequel c'est vraiment une dynamique citoyenne. Donc c'est clairement, la mairie est pratiquement en retrait et c'est vraiment les habitants qui ont voulu s'organiser. On ressent vraiment le côté AMAP dont parlait Clémence juste avant. Et il y a vraiment ce côté de voilà, comment on produit localement et comment on se répartit l'énergie. Ensuite, on a une autre typologie où c'est plutôt des communes et là des mairies qui, face à l'inflation, au coût de la vie, aux difficultés que subit le boulanger depuis quelques années, veulent pouvoir proposer à leurs citoyens, à leurs artisans, un tarif de l'électricité qui est soit moins cher que ce qu'ils pourraient avoir, mais surtout maîtrisé dans le temps. Voilà. Éviter les fluctuations, donner de la lisibilité et permettre à leurs artisans. Voilà. C'est vraiment la volonté du maire local de sauver le boulanger du village, le dernier boulanger. Et la dernière boucle? Et la dernière boucle, c'est un mélange des deux. C'est des citoyens, c'est des artisans, c'est un agriculteur et c'est un peu le mélange de ces questions-là. Et donc là, on se retrouve vraiment avec des questions et on pointe du doigt les questions très, très complexes. C'est comment on amène de la rentabilité au producteur, l'agriculteur qui va installer sur son hangar les panneaux. Il faut que ces panneaux puissent lui apporter un revenu. Mais aussi comment on attire de nouveaux citoyens pour entrer dans la boucle avec un tarif qui va être un peu attractif. Voilà. D'accord. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant avec l'autoconsommation collective, c'est l'égal accès aux électrons verts. Si vous avez des communes, vous êtes sur un territoire où il y a des châteaux cathares et des communes qui ne peuvent pas placer de solaire, et elles vont donc profiter d'une commune qui est un petit peu plus éloignée, qui a, elle, le droit de mettre des panneaux, parce qu'il va y avoir un classement UNESCO, je crois, des panneaux, enfin on l'espère tous, je crois. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et donc du coup, ces gens-là qui sont un peu interdits par le patrimoine, finalement, peuvent, grâce à l'autoconsommation collective, en profiter. Je trouve ça assez intéressant. C'est complètement le pari de départ, c'est ce que je vous disais. Ces contraintes qui sont en fait vraiment des atouts pour nous. On a fait un parc pour les châteaux cathares, pour la biodiversité, pour les paysages. On veut pouvoir les préserver. Mais pour autant, il faut pouvoir consommer localement des électrons verts. Et donc, on va permettre, grâce à ces actions-là, à une commune qui est en périmètre ABF ou qui est sous un château, de pouvoir consommer de l'énergie, même si elle n'a pas possibilité de faire un parc au sol ou d'équiper ses toitures. Ça prend vraiment beaucoup de sens parce que on ressent vraiment dans toutes ces petites communes de 50-100 habitants une volonté des élus et des habitants de produire localement et de produire de l'énergie. D'accord. Sous Perpertuse là-bas, ça chante Perpertuse. Complètement. C'est très très beau. Un mot pour conclure? C'est long, mais c'est très enrichissant et très intéressant. C'est vraiment une vraie aventure collective, humaine, avec des aspects complexes, mais très très enrichissantes pour tout le monde. Et même au bout de 2 ans, on a réussi à ne pas perdre les pionniers qui étaient au début. Donc c'est vraiment qu'ils y trouvent un intérêt et qui sont très motivés. Mais c'est long parce que vous êtes pionnier, mais bientôt ça va se fluidifier. Et Clémence. Juste dire aussi le rôle très important que joue le PNR, le Parc naturel régional, puisque c'est un acteur qui fédère. Du coup, il y a 3 boucles qui avancent, pas chacune de leur côté, mais bien de manière mutualisée, qui partagent leurs réflexions grâce au PNR qui met tout ça en musique. Donc c'est aussi l'intérêt des collectivités un peu supra et qui fédèrent les communes et les habitants. Donc, petit coup de chapeau au Parc naturel. Merci, et puis coup de chapeau en retour à nos partenaires. On ne pourrait pas faire ça sans l'appui pédagogique et organisationnel d'Éclair, et sans l'appui technique de Texol et administratif du cabinet Innova, et le soutien financier bien sûr de l'ADEME, de la région et de l'État. Un super travail d'équipe, hein. Bravo, merci, on peut l'applaudir je pense. Frédéric Leclerc, vous pouvez donner le micro, vous avez votre micro Frédéric? Ou quelqu'un, ou David, pour Rémi, voilà. Hop, il y a tout qui tombe. Vous m'entendez toujours ou pas? Merci. Oui? Ok, ça marche. Je m'entends plus. Rémi Bastien, vous êtes président cofondateur d'Enogrid. Votre ADN, vous, c'est l'autoconsommation collective, clairement. Parlez-nous de vos projets, on va peut-être revenir un peu sur le périurbain, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous, je représente la société Enogrid et je vais terminer cette table ronde avec un retour d'expérience que je vais faire en 2 temps. Je vais faire un retour d'expérience un peu global sur l'autoconsommation collective parce que c'est notre activité depuis maintenant 5 ans. Et après, je vais partir sur un retour d'expérience périurbain, notamment sur des zones d'activité, des choses qui sont applicables dans pas mal de territoires. Donc Enogrid, on s'est créé quasiment au démarrage de l'autoconsommation collective, donc il y a maintenant 5 ans. On est aujourd'hui une équipe de 30 collaborateurs. En termes d'expérience, c'est maintenant plus de 280 projets accompagnés dans toute la France. Et avec la spécificité que chez Enogrid, c'est qu'on accompagne les projets
vraiment à chaque étape, de l'idéation jusqu'à l'exploitation. Et en phase d'exploitation, on accompagne aujourd'hui 76 opérations avec notre outil de gestion EnnoPower. Et suite à la crise énergétique, on a aussi développé, face à la très forte demande, on a aussi développé un logiciel d'études qui s'appelle EnnoLab, qui est aujourd'hui utilisé par à peu près 70 professionnels de l'énergie pour vraiment passer à l'échelle ces projets d'autoconsommation collective. En termes de retour d'expérience, je réagis un peu à ma première réaction de la table ronde. On voit qu'il y a vraiment un engouement maintenant sur le marché de l'autoconsommation collective. C'est vrai que les premières années ont été un petit peu balbutiantes. Les premières définitions de l'autoconsommation collective étaient assez restreintes. Tout ça, c'est amélioré. Alors il reste encore des choses à faire, je suis d'accord, mais le cadre est aujourd'hui bien efficace. Et on voit un taux de croissance de 127% par rapport à l'année dernière. On est aujourd'hui en septembre à 259 opérations sur le réseau Enedis. Si on compte la France entière, il y en a une petite dizaine de plus. Et on voit que maintenant l'autoconsommation collective rassemble déjà quasiment 4000 sites un peu partout en France. Donc voilà, pour nous la dynamique est lancée. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit la puissance des opérations augmenter. Très régulièrement, c'est 30% d'augmentation de puissance en moyenne en un an. Ça, c'est dû à différentes choses, notamment la possibilité de faire de l'autoconsommation collective sur la moyenne tension, sur la HTA. Ça date de 2021. Donc, on commence à avoir des projets beaucoup plus gros. Là, on parle des projets de 1 méga, 2 mégas, 3 mégas. C'était des choses qui n'étaient pas possibles à faire avant 2021. Et donc, on est vraiment maintenant dans un changement d'échelle. On sort de la confidentialité, clairement. Tout à fait. Et on voit, avec le contexte que je pense pas besoin de trop détailler, qu'il y a vraiment une forte demande à la fois de la part des donneurs d'ordre, des propriétaires de fonciers qui veulent maintenant valoriser leurs électrons localement, et un fort engouement des consommateurs. Honnêtement, une fois passé le sujet de l'explication, de la pédagogie, de l'appropriation, on a vu plus difficile à convaincre que dire aux consommateurs venez rejoindre une opération pour profiter d'une électricité verte locale à un prix attractif produite à côté de chez vous. Nous, en termes de retour d'expérience aussi un petit peu général, on n'a jamais vu une opération, une fois que le sujet du financement du projet, de qui va être le producteur et tout, voilà, une fois que la partie production est bien calée, on n'a jamais vu une opération qui n'a pas réussi à se lancer parce qu'on n'a pas trouvé de consommateurs. Et aussi pour les opérations qu'on suit depuis maintenant plusieurs années, on n'a jamais vu aucune opération s'arrêter parce que les consommateurs n'étaient pas contents et qu'ils ont quitté l'opération et que du coup l'opération a été abandonnée pour un autre modèle de valorisation. Donc depuis 5 ans aussi, on voit qu'on a maintenant beaucoup de bons retours d'expérience disponibles. On a pu catégoriser un peu les typologies d'opérations d'autoconsommation collective que nous on appelle les opérations patrimoniales, qui sont un modèle assez simple, notamment porté par les collectivités, les opérations sociales par les bailleurs, qui je le rappelle, les bailleurs sociaux qui ont un rôle un peu particulier dans les opérations d'autoconsommation collective, puisqu'ils peuvent être directement personne morale organisatrice. C'est beaucoup plus simple pour eux et ça permet d'avoir une belle dynamique aussi de lutte contre la précarité énergétique dans les logements sociaux. Et ensuite les opérations ouvertes, qui sont les opérations les plus complexes à mettre en place, où là il y a vraiment les sujets de PMO, contrat de vente, prix de vente de l'électricité, où effectivement, en plus de la technique, il y a un petit peu de complexité organisationnelle et contractuelle. Mais ça encore, sur ces sujets-là, ils sont mieux maîtrisés. On a des exemples, voilà, les cabinets d'avocats ont fait leur travail. Il y a des modèles de PMO qui sont bien maîtrisés, des modèles de contrat de vente qui sont maintenant aussi bien maîtrisés. On a des choses qui sont disponibles sur étagère qui peuvent être réutilisées. On ne doit pas réinventer la poudre à chaque projet. Autre gros accélérateur qu'on a eu ces dernières années sur l'autoconsommation collective, c'est la compatibilité avec le tarif d'obligation d'achat S21. Avant, en autoconsommation collective, on devait trouver un acheteur de surplus privé avec lequel on a des contrats qui vont de 1 à 3 ans, sur lesquels le banquier n'aime pas trop ça parce que ça ne donne pas beaucoup de visibilité. Avec le S21, on a cette possibilité de dire on finance notre projet sur base du S21 et ensuite on maximise la valorisation pour des raisons économiques ou sociales. En autoconsommation collective, le banquier n'a même pas besoin de savoir qu'on va faire de l'autoconsommation collective. Ensuite, voilà, il y a d'autres projets qui ne sont pas éligibles au S21 où effectivement les sujets de financement, ça se gère un petit peu au cas par cas. Quand dans le cadre d'un gros développement, ça va être plutôt la grosse centrale qui va financer la petite centrale en autoconsommation collective, ou sinon il faut vraiment aller engager les consommateurs au moment de l'étude, un peu sur le long terme pour faire, sécuriser les financements. Mais
par essence, l'autoconsommation collective et par la mutualisation et le foisonnement, c'est aussi plus sécure finalement. Que si vous avez qu'un seul acteur. Moi, je suis convaincu. Oui. Certains banquiers le sont moins, mais les banquiers généralement aiment bien avoir un peu une sécurisation de la valorisation de l'électricité. Là aussi, la dernière loi APER apporte des. C'est la loi d'accélération. Ouais, la loi d'accélération des énergies renouvelables apporte une réponse qui est aussi intéressante là-dessus, dans le sens où maintenant les collectivités vont pouvoir acheter de l'électricité en autoconsommation collective à des acteurs privés sur des contrats de long terme. Et là, ça peut aussi, pour les opérations qui ne sont pas éligibles au S21, apporter vraiment une garantie pour les financeurs de se dire ok, la collectivité à côté va autoconsommer 50%, 60% de la production pendant une vingtaine d'années. C'est pas l'obligation d'achat étatique, mais ça me suffit quand même pour valider le financement. D'accord. Et ensuite, je voulais, du coup, comme promis, parler d'une opération d'autoconsommation collective ouverte dans une zone périurbaine. Et à travers ça, je voulais illustrer plusieurs choses. Déjà, maintenant que la dynamique n'est plus forcément uniquement des projets portés par les collectivités, mais qu'il y a des industriels, il y a des acteurs privés qui lancent cette dynamique par eux-mêmes. Et ensuite, c'était au niveau de la temporalité. C'est vrai que certains projets d'autoconsommation collective peuvent mettre du temps à se mettre en place quand c'est le premier. Nous, chez Enogrid, on a développé maintenant depuis 5 ans une méthodologie. On est vraiment en phase maintenant d'industrialisation de l'autoconsommation collective. Et ce qu'on voit maintenant, alors on est un petit peu aidé côté Enedis, c'est que l'autoconsommation collective n'est plus sur le chemin critique des projets en termes de timing. Ce qui est sur le chemin critique, ça va être vraiment le raccordement de la production. Alors, malheureusement, les temps s'allongent, mais pour l'autoconsommation collective, quand on a, on va dire, 6 mois, 9 mois, 1 an de temps de raccordement et de mise en service, ça nous laisse largement le temps de faire toutes les démarches d'autoconsommation collective. Et voilà, donc là, cet exemple avec ce projet-là qui rassemble 4 industriels qui au départ avaient des projets d'autoconsommation individuelle, ont décidé ensuite de dire on va chacun avoir du surplus parce que on produit pas forcément nos activités font qu'en certaines périodes de l'année on va pas autoconsommer ou deux périodes de la semaine, et donc ils voulaient valoriser le surplus d'autoconsommation collective localement. Et donc ils ont été discutés avec les voisins, on a été les aider, et pour l'instant avec cette capacité de départ, on commence le projet avec 148 kW crête, on va partager ce surplus avec 6 entreprises voisines qui vont pouvoir profiter au moment où l'électricité n'est pas autoconsommée par le site, et on va pouvoir profiter de ce surplus-là. La PMO, comme ça a été dit, comme très souvent dans les opérations ouvertes multi-acteurs, c'est une association qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Et ce projet-là, comme vous pouvez le voir sur la timeline, c'est un projet qui a été sorti extrêmement rapidement. La première étude a été faite en juillet 2022 et l'opération d'autoconsommation collective a commencé en septembre 2023. Donc en termes de temps, on a plus nous a été à attendre les raccordements Enedis. On va dire on avait finalisé en moins d'1 an, on avait finalisé tout ce qui était organisation de l'opération d'autoconsommation collective, et on a attendu 3-4 mois la mise en service des installations. C'est-à-dire que vous dites que quand il y a une volonté, finalement c'est assez agile, quoi. Ça peut aller vite. On a beaucoup entendu ça, le pensum, le temps passé. Là, quand il y a une vraie volonté, ça va vite. Quand il y a une vraie volonté et qu'on commence, on va dire, avec un cercle dur, c'est vrai qu'on aurait essayé on aurait essayé de mettre autour de la table directement une centaine d'acteurs, ça aurait été compliqué. Mais là, comme on a commencé avec une petite puissance, avec un cercle restreint, ça peut aller beaucoup plus vite, sachant qu'après, l'autoconsommation collective a cet avantage de pouvoir être évolutive dans le temps. Rien n'empêche demain un autre industriel de dire moi aussi je vais développer ma centrale, et à ce moment-là d'ouvrir encore plus l'opération et d'intégrer de nouveaux consommateurs. Ou producteurs. Ou producteurs, oui, tout à fait. Okay. Et en termes, pour parler un petit peu, j'anticipe les questions qui peuvent être posées après. En termes de tarifs, le gros avantage pour ces industriels, c'est qu'ils sont eux en autoconsommation individuelle avec revente de surplus, alors que leur centrale est inférieure à 100 kg. Donc on sait la revente de surplus, quand on est inférieur à 100 kg, on est autour de 7-8 euros le kilowattheure, 7-8 centimes pardon le kilowattheure. Dans l'autoconsommation collective, ils le revendent à 12 centimes.
2 centimes, qui est à la fois un tarif intéressant pour eux et un tarif qui fait que pour les consommateurs, c'est moins que ce qu'ils payent auprès de leurs fournisseurs classiques. Donc on est vraiment dans ce partage qui a été dit, gagnant-gagnant, à la fois pour le producteur et à la fois pour les consommateurs. Tout le monde en profite. Parfait. Pour conclure, on y est? Moi c'était bon, après je vais laisser du temps pour les questions. Et ben voilà, on y va. Merci beaucoup Rémi Bastien, je pense qu'on peut, Enogrid, on peut l'applaudir. Donc il nous reste 5 minutes et donc une question. Regardez, hop. Vous vous présentez. Merci, bonjour. Sylvie Perrin, cabinet d'avocats de Gaulle et aussi président de la plateforme verte. Alors merci Rémi parce que tu as abordé la question du surplus et de la gestion et du financement, mais peut-être pour les autres porteurs de projets, comment vous financez? Comment vous avez chacun trouvé des modalités de financement et comment vous pensez, avant justement l'idée du S21, comment vous valorisez au mieux le surplus qui reste? Parce qu'il y a toujours un surplus qui doit représenter un certain pourcentage. Quelles sont les méthodes de valorisation de ce surplus? Merci. Merci Sylvie Perrin. Qui veut répondre? Clémence. Nous, on a eu un exemple là, très concret sur une petite commune du Pic Saint-Loup, au nord de Montpellier, qui est vraiment au tout début là, de se poser la question de comment va être le projet, et c'est du PV au sol. Donc c'est une petite centrale de PV au sol, et il y a cette volonté que ça bénéficie en premier aux habitants. Il y a ce côté très villageois. Et ça bloque puisque c'est 50 habitants pour une centrale de 500 kilos. Donc évidemment, il y a beaucoup de surplus. Et du coup, il y a une possibilité, c'est Enercop qui propose de racheter beaucoup de surplus. Donc d'être dans une opération d'ACC où en fait presque 90% du surplus est racheté par Enercop. Et ça, il y a très peu de fournisseurs qui sont intéressés par le faire. Mais Enercop va faire cette proposition à la mairie en disant si ça maintient l'équilibre de votre opération, et que nous, ça nous assure un approvisionnement local en Languedoc-Roussillon, et ben on a un intérêt à trouver un équilibre juste et un prix juste pour vous racheter ce surplus. Donc même quand une opération elle a l'air de ne pas pouvoir fonctionner, il y a quand même une solution. En tout cas, en Languedoc-Roussillon, c'est une proposition que fait Enercop pour maintenir l'équilibre et pour évidemment, ils ont un intérêt d'avoir un approvisionnement d'électricité. Pardon, je me permets de réagir. Le contrat est sur combien de temps de surplus? Tout ça est encore en train d'être écrit, mais Enercop s'engage sur des longues durées. Ok, trop cool. Et il y a des gens d'Enercop dans la salle, donc vous pourrez leur demander. Trop cool. Ouais, on peut discuter après, hein, c'est ça l'intérêt. Alors on m'a dit qu'il y avait des hôtesses pour éviter que je me casse la gueule. Voilà, il y a un monsieur. Vous présentez votre question, monsieur. Bonjour, Abdallah Swali, ingénieur projet au territoire Énergie Lot. J'avais une question pour monsieur Leclerc sur l'évolution juridique actuelle, parce qu'en fait, on est confronté à des contraintes déjà par rapport au périmètre du projet. Ça a été rappelé que le périmètre actuel est de 2 km. Il y a une dérogation de 20 km, mais la dérogation, ce n'est pas toujours accepté. Et pareil aussi, il y a des projets qui ne sont pas éligibles au tarif d'achat, à l'obligation d'achat S21, notamment les projets au sol. Donc je voulais savoir s'il y aura une évolution rapidement, parce que ça peut pousser les projets. Vous l'avez rappelé qu'en fait, il n'y a pas, par rapport aux projets en autoconsommation individuelle, donc l'évolution n'est pas pareille. Merci. Vous avez bien entendu la question? Oui, voilà. L'évolution sur la réglementation actuelle. Attendez. Voilà, allez-y, allez-y. L'évolution sur la réglementation. En anglais? Alors attendez. La chaîne 1, ouais, voilà. Allez-y. Donc ma première question, c'était l'évolution sur la réglementation actuelle par rapport au périmètre qui est à 2 km. C'est vrai qu'il y a la dérogation des 20 km, mais cette dérogation n'est pas obligatoire et c'est soumis à condition. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de cette dérogation. Donc je veux savoir si le périmètre va être élargi. Et pareil aussi, en fait, il y a les projets au sol. Les centrales au sol, ils ne sont pas éligibles à l'obligation d'achat. Donc ça peut être une contrainte pour certains projets. Comment on valorise le surplus non autoconsommé dans l'opération d'autoconsommation collective. Donc on essaie de trouver des responsables d'équilibre ou même des acheteurs, comme ça a été rappelé pour le cas d'Enercop. Donc est-ce qu'il y aura une évolution pour favoriser les projets par rapport à ces contraintes-là? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il suffit de... Mettez bien le micro près de la bouche.
Je pense qu'il suffit de regarder en arrière pour apporter une réponse à votre question. Quand on observe l'évolution de la législation en matière d'autoconsommation collective, on se rend compte que la réglementation n'a pas cessé de s'assouplir dans le but de favoriser l'opération d'autoconsommation collective. À l'origine, le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective, c'était un bâtiment. Ensuite, on est passé à un périmètre plus large. Depuis septembre 2023, on a ce périmètre de 10 km nouveau qui a été instauré, avec également l'autre périmètre de 20 km. Donc je pense que l'histoire va dans le sens d'un élargissement croissant, tant que la technique pourra suivre, du périmètre d'autoconsommation collective. Et je pense qu'une réponse similaire doit être donnée à propos de l'obligation d'achat. C'est vrai que l'opération d'autoconsommation collective est une opération qui économiquement et financièrement a soulevé beaucoup de difficultés en termes de coûts, en termes aussi de rentabilisation de l'opération. Donc à mon sens, à propos des constructions au sol que vous mentionnez, tôt ou tard, on passera à une obligation d'achat du surplus d'électricité produit. Vous pouvez rester optimiste du coup. Allez, une bonne dose d'optimisme. Merci beaucoup. Autre question. Alors des questions rapides et des réponses rapides. S'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Je travaille pour une société publique du Maine-et-Loire, du développement des énergies. Et donc, on fait du tiers investissement pour porter le développement des projets ENR dans le département, notamment pour aider les collectivités territoriales. Et il nous semble donc très pertinent de mettre en place des zones d'autoconsommation collective. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez quels étaient, d'après vous, les éléments juridiques qui permettaient de développer des boucles d'autoconsommation collective avec les collectivités territoriales dans le cas où on a donc un consommateur qui est différent du producteur et donc tout en respectant le code de la commande publique auquel les collectivités territoriales sont soumises et qui leur demande donc normalement de mettre en concurrence leurs fournisseurs d'énergie. Frédéric Leclerc. On a déjà mis en place ici dans l'Occitanie un projet d'autoconsommation collective avec une collectivité locale. Ça veut dire que l'expérience se fait d'ores et déjà. Maintenant, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, l'opération d'autoconsommation collective ne permet pas de déroger aux règles en matière de commande publique. Il n'y a pas jusqu'à présent de régime dérogatoire. On peut en attendre du coup. Là, je n'ai pas entendu parler d'une quelconque évolution. Peut-être juste regarder, il y a un guide qui a été fait en Rhône-Alpes sur justement les montages possibles. Et il y a vraiment ce guide est très bien fait, c'est réussir son opération d'autoconsommation collective en tant que collectivité ou un truc comme ça. Et il est vraiment très bien fait parce qu'il montre tous les montages aussi juridiques de concession, bref, de tous ces trucs techniques. Et il y a vraiment des solutions très pratico-pratiques dans ce guide et il est public. Merci Clémence. Une question ? Jean-Luc Richter du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol dans les Cévennes à côté. Nous, on a un projet sur 17 sites d'autoconsommation collective. Je voulais juste une clarification puisque par rapport à la PMO, on est bien d'accord que cette PMO peut gérer plusieurs opérations. On n'est pas obligé d'en faire une par opération. Et vous parliez au niveau de sa structure juridique d'une structure d'association. Ça, effectivement, est-ce qu'on peut avoir des petites précisions par rapport à ça? Quel genre de structure? Frédéric Leclerc. Alors en ce qui concerne la PMO, il est vrai que la structure qui est très très fréquemment adoptée est celle de l'association. Pourquoi ? Parce que la forme associative est sans doute la forme la plus simple, la plus légère, la plus rapide à mettre en place et je dirais aussi quelque part la plus plastique. Et là vous envisagez par exemple plusieurs opérations d'autoconsommation collective qui pourraient en quelque sorte se fédérer autour d'une seule et même PMO. Cela est tout à fait possible dans le cadre d'une association. On en a déjà parlé d'ailleurs dans le contexte du parc des Fenouillèdes, à condition évidemment d'adapter la gouvernance de l'association, par exemple en prévoyant différents collèges au sein de l'association, puisque chaque boucle peut avoir ses propres exigences, ses propres problématiques. Et donc en termes de prise de décision, en termes de gouvernance, il est bon à mon avis de sectoriser quand même au sein de la PME les différentes opérations. Merci beaucoup.
Clémence, regardez l'opération du côté de Rennes, qui est portée par Sirène. Et il y a cet exemple, il porte 2 boucles à Rennes, et c'est la même association qui porte les 2 boucles, qui est PMO mutualisée. Ils ont fait ce que disait Monsieur Leclerc, des assemblées de périmètre. Donc l'association a son assemblée générale et des assemblées de périmètre. Du coup, il y a une seule structure juridique, ça mutualise plein de coûts et c'est beaucoup plus efficace. Mais quand on est consommateur d'une boucle, on ne fait pas d'ingérence dans la gestion de l'autre boucle. Du coup, tout ça est bien carré. Dernière question. On est arrivé au bout. Allez-y. Très rapide pour Monsieur Leclerc. Le décret tertiaire. Vous êtes monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, Étienne Balsa de la société CICEP Maîtrise d'œuvre. Dans les décrets tertiaires, on ne peut pas prendre en compte dans les économies ce qui fait partie de l'opération collective. Je prends le cas d'un immeuble de bureau où il n'y a qu'un seul propriétaire, plusieurs locataires. La refacturation, du fait que ça transite par le réseau Enedis, ne permet pas de rentrer ça dans les économies du décret tertiaire. Est-ce que c'est voué à évoluer, à votre avis, ou est-ce que ça va rester comme ça? Alors là encore, je n'ai pas entendu parler d'une quelconque évolution en ce domaine, mais pour toutes les raisons que j'indiquais précédemment, je pense que nécessairement les choses évolueront dans le but de favoriser et de diffuser davantage ce genre d'opération. Et le contexte dont il a été fait état tout à l'heure, à mon avis, va accélérer le mouvement. Je crois qu'on peut vous féliciter et vous applaudir. Merci à vous 6. Je vais citer à nouveau les intervenants. Frédéric Leclerc, cabinet Innova, Clémence Souide-Poncelin du réseau Éclair, Benoît Frodureau, chef du service Smart Grid au CEA, David Ogex, président d'Incidence, Jordan Mazardo, directeur adjoint du parc naturel régional, et Rémi Bastien, président cofondateur Enogrid. Vous pouvez bien sûr les rencontrer après cette table ronde. Merci à vous tous, passez une bonne journée sur le salon. Merci au Pôle Derby d'avoir organisé cette conférence. Vous pouvez retrouver le Pôle Derby sur le stand B2. Bonne journée à tous, merci.